Hello, c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi, on n'est pas vendredi d'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis vendredi? Je ne sais pas, on est le dimanche 7 juin 2020, très exactement il est 16h36, voilà. Donc j'ai le nez qui me chatouille, c'est un petit peu embêtant, mais bon il va falloir faire avec. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai déjà 3 lectures dont je dois te parler, ça va être vraiment gai si tu me vois faire ça tout le temps. Mais ça chatouille, c'est horrible. Voilà, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois, je te disais que je lisais Le Prédicateur de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Donc c'est la fameuse saga qui est notée Patrik Edström, donc qui est l'inspecteur qui s'occupe de résoudre les meurtres qui se passent à Fägelbacka. Voilà, est-ce que je l'ai bien prononcé? Je ne sais pas. Donc dans ce tome 2, on suit toujours donc, nos protagonistes principaux, il y a toujours Erika. Et cette fois-ci, on retrouve des jeunes filles qui sont mortes auprès des rochers. Et il y a une fille qui est morte et des os. De squelettes, et on se rend compte que ce sont des squelettes de deux jeunes filles qui ont été tuées dans les années 1979 il me semble, et toute l'histoire de ces deux jeunes filles va un petit peu remonter à la surface puisque le tueur n'avait jamais été appréhendé à l'époque, et tout tourne autour d'une famille qui est la famille Hult. Voilà, et donc forcément on va un petit peu voir quel est le rôle de cette famille, s'il y en a un dans les meurtres ou pas, et pourquoi est-ce que les meurtres reprennent maintenant, tu vois, plus de 25 ans après. Voilà, alors honnêtement j'ai préféré ce deuxième opus au premier, j'ai trouvé plus dynamique, c'est-à-dire que dès le début on rentre plus facilement dans l'histoire. Bon, déjà on connaît les personnages principaux, on connaît les membres du commissariat, on connaît Patrick et Erika. Ce facteur-là a peut-être joué, mais en tout cas j'ai trouvé que l'histoire se mettait en route plus facilement, on était de suite beaucoup plus dans l'action, et c'est vrai que toute cette agitation, j'ai envie de dire, autour de la famille Hult m'a beaucoup plu, j'étais vachement à fond, j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé. Donc du coup, moi j'ai vachement préféré ce second tome au premier. Et j'espère que ça va continuer sous cette lignée-là, parce que si ça s'améliore de tome en tome, je dis c'est que du bonus pour moi. Voilà, mais en tout cas, ce tome-ci m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que j'ai trouvé que Erika était beaucoup plus effacée dans ce tome-ci que dans l'autre tome où elle était plus présente. Maintenant je trouve que c'est normal, puisque dans le premier elle était liée à la personne décédée, puisque Alex était son ami, tandis que là c'est pas le cas, elle n'a pas d'accroche avec les meurtres. Ça reste le travail de Patrick, il est soumis au secret professionnel, il lui donne certains détails, etc. Mais voilà, elle va pas non plus se mêler des affaires de la police à chaque fois. En tout cas, de voir Erika et Patrick dans leur vie commune, avec leur petit déboire de couple, j'ai envie de dire, ça fait une petite pause légère et salvatrice dans une histoire qui est quand même assez lourde au niveau de l'enquête, au niveau de ce qui s'est passé, d'aller remuer le passé, etc. Mais comme je te l'ai dit, moi c'est vraiment ce que je préfère, c'est quand on a des résolutions d'affaires, des polars dans ce genre-là qui vont chercher leur origine dans le passé. Aller remuer le passé et compagnie, tu vois, moi dans les polars, c'est ce que je préfère, c'est ces histoires-là qui me captivent. Ça avait déjà été le cas avec Millennium, donc voilà. En tout cas, je suis bien contente d'avoir commencé cette saga de Camilla Läckberg, parce que ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai lu le deuxième, ça m'a vraiment plu, et ça m'encourage vraiment à continuer cette saga. D'ailleurs, j'ai commencé à acheter les tomes suivants. Là, j'ai le tome 4 déjà, mais que j'ai pris en petit format, parce que bon, tu te doutes bien que je peux pas non plus, voilà, c'est combien, 20 €, 22 €, ça tombe plus maintenant, les Camilla Läckberg, je vais pas les prendre dans ces formats là,
alors qu'ils sont en poche. Voilà, ma conscience n'est pas d'accord avec ça. Même si l'autre partie de ma conscience lui dit « Mais Jess, ça va dépareiller dans la bibliothèque », il y a quand même la partie consciente et la logique, tu vois, qui dit « Oui, mais on va dépenser plus de sous. » Et on préfère dépenser moins de sous, et tant pis si c'est dépareil. Voilà. Voilà. Donc, j'ai hâte de lire la suite. J'ai le tailleur de pierre, puisque j'avais reçu à un anniversaire à ma grand-mère il y a déjà beaucoup d'années. Je crois que c'était vraiment au moment de la publication des Millennium et compagnie, tu vois. C'est au moment où je les avais lus et que j'étais intéressée par les polars suédois et compagnie. Et pourquoi est-ce qu'ils sont restés autant de temps dans ma palle? Aucune idée, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de les sortir maintenant et franchement, je kiffe. Ensuite, j'ai lu Tonnerre de sable de James Rollins qui est paru aux éditions City. Alors déjà, je vais faire une remarque qui est d'ordre éditorial. Hein. Il y a des coquilles et il manque des mots. C'est incroyable. Voilà, pour un roman que tu achètes 20,90 € chez City, je trouve que la lecture, c'est... Voilà, c'est pas de dire qu'il n'y en a pas, hein, voilà, mais il y a quand même pas mal de coquilles et compagnie, et je trouve que pour un livre que tu payes plein pot, c'est moyen, quoi. Voilà, donc c'est la saga de la Sigma Force. Alors il faut que je t'explique comment j'en suis venue à lire ce bouquin-là, parce que c'était pas du tout prévu au départ, hein, que je lise ça. C'est aussi un livre qui traîne dans ma palle depuis... Je ne me souvenais même pas l'avoir acheté, c'est pour te dire. Hein. Voilà, donc on était en train de parler avec Chérie en regardant la bibliothèque et dans la chambre à coucher de James Clemens. Voilà, James Clemens qui a écrit la fameuse saga des bannis et des proscrits. Et je me disais, tiens, depuis l'autre saga qu'il a écrit en 2 tomes, je ne sais plus comment s'appelle cette saga, je le vois plus, il n'écrit plus. Je dis, elle me dit, il a un pseudo, il écrit sous le nom de James Rollins. Ah bon, ok. Et je lui dis, James Rollins, est-ce que ce n'est pas l'auteur qui a écrit La 6e extinction? Il regarde, il me dit, si, comment tu connais ça? Je dis, je le vois quand même pas mal passer, j'aimerais bien le lire. Mais il me dit, ouais, mais c'est une saga, c'est la Sigma Force, et il y a quand même pas mal de tomes, donc voilà. Et il me dit, le tome 1, c'est Tonnerre de sable, et je crois qu'on l'a dans la palle. Enfin, dans la bibliothèque, qui est ici, dans le salon. Donc, on s'est relevé, il devait être 23h, pour voir le bouquin, et il était juste à côté des Camille Hagberg. Voilà. Donc, du coup, je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie de le lire, parce que on est encore sur une forme de thriller, d'enquête, que je kiffe. Voilà, je sais pas si tu connais Benjamin Gates. En anglais, je crois que c'était National Treasure, les films en VO. Benjamin Gates, qui est donc, je pense que c'est des films Disney. Hein. Benjamin Gates, donc, qui est un espèce d'explorateur et compagnie, qui va se retrouver avec une énigme du passé, avec, tu vois, des trucs archéologiques et compagnie, mais il y a une énigme à résoudre pour trouver un trésor, tu vois. Et moi, ça, pour moi, c'est du pain béni. C'est ce que je préfère, mais vraiment, j'adore. J'adore ce genre d'histoire. Et ici, c'est vraiment ce qu'on me proposait, c'est-à-dire qu'il y a une explosion au British Museum, et suite à cela, eh bien, on va faire une découverte qui va entraîner une course contre la montre pour trouver quelque chose. Je crois que c'est la cité perdue de Ubar, qui se trouve dans le désert de Oman. Voilà, et donc on a plusieurs personnages qui vont se lancer dans cette quête. Donc Lady Kara Kensington, qu'on suit avec les personnes qui travaillent à la Sigma Force, dont le personnage principal qui est Painter Crow, voilà, et il y a aussi des pas gentils qui veulent mettre la main sur ce fameux trésor, et voilà, donc on va suivre un petit peu la découverte des énigmes, la résolution des énigmes, et voilà, et forcément tu vas te retrouver à un moment où les gentils et les méchants vont se retrouver ensemble. C'est généralement dans les dernières scènes, hein. Tu vois, ça je veux dire, ça ne révolutionne pas le genre, on suit vraiment la trame j'ai envie de te dire, de Benjamin Gates, mais moi je kiffe. Alors tu me donnes en plus des explications là-dessus,
que ce soit des explications archéologiques, historiques, de physique parfois, comme ça avait été le cas avec la promesse de Dieu, je crois, si mes souvenirs sont bons pour le titre, où là on était vraiment en plein histoire, où on me parlait de physique quantique, qui était vraiment adaptée et qui était compréhensible, j'ai envie de dire, pour des gens lambda qui n'ont pas fait beaucoup de physique. Même si j'étais en physique forte, tu vois, je veux dire, moi j'ai pas fait de physique quantique quand j'étais à l'école, ça restait quand même accessible. Donc, ben voilà, tu m'ajoutes des informations scientifiques comme ça, un roman genre thriller, et moi, mais c'est bon, tu m'as perdu, ça y est. Donc si tu as vraiment, si tu connais ce genre d'histoire où il y a des énigmes à résoudre avec ce genre de trame dont je viens de te parler, mais n'hésite pas à me recommander en commentaire parce que je kiffe ça et c'est vraiment un genre que je recherche parce qu'en lisant celui-ci, ça m'a vraiment rappelé à quel point j'aimais ça en fait. Tu vois, j'étais vraiment fan de ça et ici ça n'a pas loupé. Bon, c'est une belle bricasse, mais j'ai kiffé. J'ai complètement kiffé. Alors je vais pas te dire que j'ai compris toutes les explications scientifiques qui m'ont été données parce qu'on parle d'un sujet scientifique que je ne maîtrise pas et enfin c'est comme un petit peu comme la géométrie dans l'espace. Voilà, moi c'est un truc, la géométrie dans l'espace, je n'arrivais pas à me projeter. C'est-à-dire que quand c'était sur le tableau du professeur, c'était pas dans l'espace, tu comprends? Je n'arrivais pas à me projeter. Je n'ai jamais réussi à me projeter en géométrie dans l'espace. Ce qui fait que j'ai vraiment eu du bol à mes examens de maths, c'est que pour la géométrie dans l'espace qui était reprise comme une matière d'examen, je l'ai eu sous la forme théorique. Ce qui fait qu'on avait je crois qu'on appelait ça des démonstrations à étudier en mathématiques et il fallait vraiment les étudier par cœur, tu vois. Donc je les connaissais toutes par cœur, mes démonstrations, et j'ai eu le bol d'avoir une démonstration à reproduire donc qu'on avait faite en classe, et donc c'était du pur je remets ce qu'on avait fait en classe, et je n'ai pas eu d'exercice de géométrie dans l'espace à faire. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas eu mes 35 sur 40 en maths, hein, je le dis, hein, voilà. Donc moi j'ai eu du bol, j'ai eu vraiment du bol à cet examen, je ne vous dis que ça parce que moi et la géométrie dans l'espace ça fait 2. Mais voilà, ici c'est un petit peu pareil. Tu peux me parler de physique quantique et que j'arrive à me projeter, il n'y a pas de problème. Mais la matière dont il est question ici, là j'ai du mal. J'ai du mal, mon cerveau ne le veut pas. Voilà, c'est un peu abstrait, je ne peux pas me projeter, donc résultat, il y a des choses où je dis, oui, ok, d'accord, on va faire comme si j'avais compris, et puis après on passe à autre chose. Mais sinon, au niveau de la résolution de l'histoire, au niveau du rythme, regarde, voilà, on a quand même un livre que j'ai lu ça en combien de jours? En 6 jours? Oui, 6 jours, en ayant, voilà, autre chose à faire, puisque j'ai travaillé cette semaine et compagnie. Et tu sais bien que moi, je me fais pas des phases de lecture de 4-5 heures, comme ça, j'y arrive pas. Voilà, donc, j'ai lu ça à un rythme assez soutenu, en ayant envie d'y revenir à chaque fois. J'ai pas trouvé spécialement qu'il y avait des longueurs, j'ai aimé l'histoire, j'ai vraiment kiffé les personnages, j'ai aimé voir certains rapprochements, etc., etc. J'ai aimé l'enquête, comment elle se passait, les moments où on résolvait une énigme qui en amenait une autre, etc. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ce genre de roman soit adapté en film pour Netflix ou des choses comme ça, tout simplement parce que je trouve que visuellement ce sera encore mieux que par écrit. Certes, il y a les scènes que j'arrivais à m'imaginer en tête et compagnie, mais je trouve que visuellement, avec la résolution des énigmes et compagnie, ce serait vraiment des films que j'adorerais voir, dans le genre Benjamin Gates, quoi. Voilà, donc ça a encore été une belle découverte. D'ailleurs, j'ai commandé le tome 2 de la Sigma Force aux éditions Pocket, puisque le reste je vais le prendre chez Pocket aussi puisque c'est sorti en poche. Alors c'est une saga pour le moment où il y a quand même pas mal de tomes, il y en a 16, je crois qu'il y en a que 13 ou 12 qui sont traduits en français, donc clairement on a du retard et c'est pas le genre de saga où je vais pouvoir te dire une fois que j'aurai rattrapé le retard déjà voilà, je vais lire la suite en anglais parce que clairement déjà quand t'as des matières
scientifique et compagnie en français et que c'est des choses que tu maîtrises pas, il faut déjà être, faut bien suivre quoi, tu vois, tu dois être bien concentré. En anglais, ce serait impossible pour moi de comprendre quoi que ce soit. Voilà, c'est impossible. Donc ça c'est vraiment le genre de livre, typiquement, de genre de livre que je lirais en français. Je ne peux pas m'aventurer dans ce genre de bouquin en anglais. C'est pas possible, je sais que ça va être un échec cuisant, mais en attendant, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le sujet dont il était question, et maintenant je me demande si on va retrouver chaque fois les mêmes personnages de la Sigma Force, ou si il va y avoir à chaque fois des nouveaux agents de la Sigma Force ou quoi. Personnellement, j'apprécierais que ce soit toujours les mêmes parce que moi je me suis habituée à Painter et à Coral. Voilà, je trouvais que l'équipe fonctionnait bien parce que t'en avais un qui était plus agent de terrain à s'occuper de stratégie et compagnie pour essayer de gagner du temps sur les méchants qui étaient derrière et qui eux avaient une artillerie lourde avec eux. Et on avait Coral qui avait vraiment les connaissances scientifiques et qui pouvait avancer les explications sur ce qu'il découvrait, sur ce qui se passait et compagnie. Donc je trouvais que le duo formé par les deux membres fonctionnait bien. J'ai adoré le personnage de Safia, qui est la conservatrice du musée, qui se retrouve dans cette histoire. Alors oui, ça part un petit peu sur des explications qui parfois peuvent te sembler un peu pas réelles, dans le sens où tu te dis ouais, ça doit pas exister, mais comme je te dis, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien fait, que honnêtement, moi ça passe quoi. Tu vois, c'est c'est comme quand Werber me parle de l'origine des humains en disant qu'on vient aussi du cochon, tu vois. Tu te dis, non, on vient des singes, on vient pas du cochon, mais la manière dont il te l'amène te fait penser que via les éléments qu'il avance, ça pourrait être possible, hein, voilà. Et quand il va pas trop loin dans ses explications et que, comme dans Troisième Humanité, dans le tome 3, où ça part beaucoup trop loin, tu n'as pas de mal à t'imaginer que ce qu'il raconte pourrait avoir une vérité, en quelque sorte. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça me semble un petit peu farfelu pour que ce soit vrai, mais d'un autre côté, c'est tellement bien amené que je me dis, oui, ça passe. Voilà, ça passe. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Oui, c'est un bouquin qui m'a vraiment... qui m'a donné envie d'aller visiter les lieux dont il parle. C'était franchement une très bonne lecture pour moi. C'était pas non plus, tu vois, je crois que je lui ai mis 4 sur 5, hein, je vais te dire que c'est pas un coup de cœur ou des choses comme ça, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment, j'ai voyagé avec l'équipe, j'étais vraiment plongée dans les décors de sable, de désert et compagnie, et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et quand je lis ce genre de bouquin, après, j'ai vraiment envie de faire des recherches pour savoir quels sont les points qui sont fictifs et quels sont les points qui sont réels, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses dont on me parle dans ce récit, des choses scientifiques notamment, qui sont réelles, qui ne sont pas des choses fictives ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vais encore pousser un petit peu plus loin mon train de recherche par rapport à certains points de ce récit, mais en tout cas, ça inaugure du bon pour que je lise la suite. Et ensuite, je viens de terminer, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé là, il y a 1 heure, on va dire, Trahi, donc #Trahi, de Louison Neilman aux éditions Scrinéo, collection Scrinéo engagée. Voilà, alors ça, c'est un livre qui m'avait été recommandé, conseillé par Steph de Piketty Bookin, enfin... Tu sais bien que c'est ma numéro 1 dealeuse au niveau des romans. Et si j'ai vraiment eu envie de lire ce roman, c'est parce que on parle d'harcèlement. Voilà, et je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer dans cette histoire. Comment ça allait être traité. Donc ici, on suit Apolline qui a 14 ans, qui est au collège, et qui va sortir avec un garçon qui est au lycée, qui s'appelle Orion. Et voilà, elle est toute fofolle, elle est sur son nuage de savoir qu'il y a un garçon du lycée qui l'a remarqué, qui s'intéresse à elle et avec qui elle sort.
Et il y a sa mère, évidemment, qui va essayer de la mettre en garde, comme tous les parents, j'ai envie de dire, à cet âge-là, quand tu commences à aller vers les garçons. J'ai eu droit aussi à ce fameux speech, il faut se protéger, il faut respecter, tatati, tatata, enfin voilà. Elle veut rien entendre. Sa sœur, qui est au lycée, qui connaît la réputation d'Orion, veut aussi la mettre en garde contre des choses qu'elle a entendues, mais là aussi, elle veut rien entendre. Elle est dans sa petite bulle, elle va essayer de se grandir pour avoir l'air plus femme, j'ai envie de dire, que la gamine de 14 ans qu'elle est. Et jusqu'au jour, j'ai envie de dire, où il va se passer quelque chose. Et où elle va se sentir complètement trahie par Orion. Et pour elle, ça va être un petit peu le début de la descente aux enfers. Voilà, alors je ne vais pas te dire ce que Orion a fait, ni quoi que ce soit, pour vraiment garder le sujet du livre intact. C'est un roman que j'ai aimé, j'ai hésité entre lui mettre 4 ou 5 sur 5 pour le message qui était véhiculé. Je me dis, bon, je pourrais mettre 5, mais j'ai mis 4 finalement. Tout simplement parce que bon, c'est une lecture jeunesse qui est dédiée aux jeunes et qui est faite dans une optique de il faut aller droit au but, expliquer le propos du livre pour que justement ce soit le message que l'auteur veut faire passer soit le plus clair possible et le mieux compris. À savoir, le message du livre en grande partie, c'est que en cas de harcèlement, quand il nous arrive quelque chose, que ce soit des brimades, que ce soit du cyberharcèlement ou des choses comme ça, il ne faut pas se murer dans le silence, il faut parler. Et que c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer les choses et que c'est comme ça que les choses vont pouvoir se solutionner. Voilà, c'est le message clair, direct où on veut aller, c'est montrer que rester dans le silence, eh bien ça ne fait qu'empirer les choses, alors que de décider de parler, eh bien forcément c'est le début de la libération et le début de pouvoir, j'ai pas envie de dire reprendre le cours normal de sa vie, mais en tout cas c'est également une question de s'affirmer. Voilà, donc au niveau du message, il est très clair, on est sur un bouquin très superficiel par rapport à ça, on ne va pas au fond des choses, on n'approfondit pas les personnages, on reste sur quelque chose d'assez linéaire, j'ai envie de te dire, on part d'un point A, on va à un point B, pour que le message soit le plus clair possible et le mieux compris possible. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai envie de te dire que justement le message passe très bien. Ce que j'ai particulièrement aimé ici, c'est la manière dont on va traiter Apolline en tant que victime. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, elle passe vraiment pour la véritable victime. Il n'y a pas de diabolisation de son comportement, de se dire elle a mal fait, c'est de sa faute, etc., etc. On cherche pas à remettre la faute sur la victime ou quoi que ce soit. Ici, clairement, la victime s'affirme en tant que victime et peut ouvertement dire ce qu'elle ressent par rapport à ce qui lui arrive. Sans passer par le pathos, en allant trop loin ou quoi que ce soit. Je trouve que ça a été très bien fait par l'auteur, de pouvoir ainsi laisser parler Apolline d'abord pas vis-à-vis d'elle-même, tu vois, je veux dire, au début, elle essaye de gérer ça en ne voulant rien dire à personne, ni à sa sœur, elle veut pas en parler avec sa sœur, elle veut pas en parler avec ses parents, mais on sent bien qu'il y a de son côté une volonté d'affirmer son statut et de dire mais ils ne comprennent pas ce que je ressens, la manière dont je conçois ce qui s'est passé est blessante, ça me heurte, elle s'exprime vraiment en tant que victime sur ce qu'elle ressent et il n'y a pas d'interférence par rapport à ça, par rapport à la manière dont la société pourrait percevoir les choses ou quoi que ce soit. Tout est recadré de manière claire, précise et sans virer non plus dans quelque chose qui soit paternaliste ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'ici, la parole de la victime compte vraiment à 100%. Ce qu'on pourrait reprocher au récit, c'est justement d'aller un petit peu trop dans la facilité de dire qu'on va de A à B et que tout se passe bien pour Apolline, que c'est finalement un happy ending que l'on a. La situation, elle n'est pas aussi facile, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. C'est rarement aussi simple. J'ai envie de dire que finalement, tu vois, il y a vraiment cette période où Apolline se retrouve seule, ça dure un petit temps, elle en parle avec ses parents, ça se passe bien, elle en parle avec la police, ça se passe bien, et compagnie et compagnie. Donc j'ai envie de te dire qu'on est dans un monde
idéal ici, c'est-à-dire dans un monde où une fois que la victime a parlé, tout s'enchaîne bien dans le meilleur des mondes. Or, la réalité, le monde d'aujourd'hui n'est pas aussi blanc-noir, n'est pas aussi net, tu vois. Ça manque un petit peu de nuance. Alors, je veux dire que pour faire passer le message, de se dire, voilà ce qu'il faut faire. Quand il nous arrive quelque chose comme ça, l'important c'est de parler, c'est pas de rester muré dans sa souffrance qui pourrait amener des suicides ou des choses comme ça, qu'il faut parler, ne pas être seul, qu'il faut savoir s'entourer justement pour pouvoir passer outre cette épreuve difficile. Le message il est clair et forcément il fallait qu'on aille dans cette voie-là pour montrer que d'une certaine façon c'était facile de parler, qu'il fallait le faire, tu vois. Mais malheureusement, ça correspond pas vraiment à la réalité de notre monde. Voilà, j'ai du mal à expliquer mon ressenti par rapport à ça, mais pour moi ça manquait un petit peu de nuance. On était trop sur une ligne droite où tout se passe bien, il n'y a pas de bifurcation ni quoi que ce soit, tu vois. Non, ici c'est vraiment la ligne droite, c'est on explique le contexte, on a le fait qui arrive, la première réponse d'Apolline qui est de se taire et puis ensuite de parler, voilà, et puis on arrive à une fin d'histoire qui se passe plutôt bien, j'ai envie de te dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe toujours dans la vraie vie. Il y a des nuances à apporter, donc voilà, mais je trouve que c'est quand même extrêmement bien fait et que c'est important de pouvoir parler de ce genre de sujet dans des livres pour jeunesse. Et j'ai particulièrement apprécié l'épilogue, j'ai trouvé que c'était plutôt original de terminer le roman de cette façon-là, de cette note-là. Et je ne vais pas te dire en quoi consiste l'épilogue, tu verras bien. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de le faire sous cette forme-là. C'était plutôt intéressant. C'est un roman qui est bien fait. Je le conseille vraiment pour les jeunes ados, vraiment de l'âge de 13, 14, 15 ans. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de lire ce genre d'histoire et de pouvoir réfléchir justement et prendre conscience que on vit dans un monde qui n'est pas beau, où il existe des réseaux sociaux, que les réseaux sociaux ça peut être une très bonne chose, mais que ça peut être aussi une très mauvaise chose, et qu'il faut savoir se protéger. Et si jamais on n'a pas réussi, qu'il faut savoir s'ouvrir aux personnes qu'on juge les plus aptes à nous soutenir et à nous aider à traverser ce genre d'épreuve. Voilà. Donc c'était une bonne lecture, 4 sur 5. Voilà, on est quasiment que sur du 4 sur 5, hein, que ce soit les 3 livres, je pense que je leur ai mis à tous les 3, 4 sur 5. Peut-être le prédicateur, je lui ai mis 4,5, peut-être, je ne sais plus. Voilà où j'en étais pour mes lectures. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je suis dans un bon mood de lecture, donc c'est chouette. Là, je vais choisir une nouvelle lecture, mais je vais peut-être me mettre au montage du vlog précédent pour pouvoir le mettre en ligne la semaine qui vient. Parce que je ferai pas tout aujourd'hui, hein. Ça c'est pas possible. Il faut que je choisisse un autre livre. Je sais pas si je vais continuer mon envie de thriller ou quelque chose dans ce genre-là, ou si je vais repartir sur du YA en anglais. Je sais pas. Je verrai bien. Ce sera en fonction de mes envies. Il faudra que je te montre aussi le DP. Et j'ai commencé le Villainous, le Ursula, tu vois, le puzzle que j'ai montré dans le Geek Haul. On l'a commencé hier soir avec Chéri et on a fait pour le moment tout le tour. Voilà, ce qui est déjà pas mal en soi parce que j'étais persuadée qu'il allait me manquer des pièces. Je me dis c'est pas possible. Je voyais le nombre de pièces que j'avais, les trous qui restaient sur le cadre, quoi. Je me dis il y a pas cette pièce, il y a pas cette pièce. Et pour finir, si, tout était là. Donc voilà, c'est toujours mon stress quand je commence des puzzles ou ce genre de choses. C'est qu'il n'y ait pas assez de pièces. Voilà, c'est vraiment un stress parce qu'en plus de ça, Jérémy est en train de faire un puzzle où il a une pièce en trop, c'est-à-dire 2 fois la même pièce et il lui manque 2 pièces. Voilà, et on a regardé, c'est pas des pièces qu'on a perdues ou quoi que ce soit, on a vraiment ratissé là où il avait mis son puzzle, on a regardé par terre et tout, il n'y avait pas, donc c'est vraiment des pièces qui manquent, quoi. Donc de voir que lui a eu cette fâcheuse expérience, du coup c'est quelque chose qui
qui m'inquiète vraiment. Voilà, mais écoute, on va faire confiance à Ravensburger, hein, voilà, même si celui de Jérémy est un Ravensburger aussi, et on espère que tout sera là, donc voilà. Et hier, je regardais déjà pour prendre celui de la Reine de Cœur, et je me dis, bah attends, t'as même pas fini, tu viens seulement de commencer Ursula, et t'es déjà à te dire que tu vas prendre celui de la Reine de Cœur. Ouais, c'est tout à fait moi, en plus je l'ai dit à Jem, je dis, ouais, j'ai vu qu'il y avait la Reine de Cœur et tout, il est pas cher, je vais peut-être le prendre. Il me dit, mais ça c'est tout toi, hein. Tu viens de commencer un truc, il te faut déjà que tu achètes les suivants. Je dis, ouais, je sais. Donc je vais quand même attendre un petit peu. Et sinon, cette semaine, normalement, il y aura j'essayerai de te montrer mes réceptions, parce que j'attends des sacs Launchfly. Ouais, je craque mon slip en ce moment avec les sacs Launchfly, c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai trouvé ce site qui s'appelle Truffle Shuffle, je te le mettrai en barre d'infos, où ils ont vraiment une collection Launchfly qui est importante, et ils mettent les nouveautés qui vont arriver. Donc autant te dire que c'est compliqué, hein, voilà. Et donc là, ce que je fais, moi, c'est quand il y a un sac qui m'intéresse et qui est out of stock, eh bien je m'inscris sur la waiting list, et ils m'envoient un mail quand le truc est en stock. Sauf que la semaine passée, il y en a 4-5 qui sont revenus en stock d'une fois. Voilà, j'ai pas pu prendre les 4-5, hein, je suis pas folle à ce point-là, mais j'en ai quand même pris 2, et je me suis racheté un portefeuille parce que le mien, il se déchire. Alors, il a été très longtemps, hein, le portefeuille que j'ai actuellement, c'est un Guess, et franchement, il a été rentabilisé pour son prix, hein, parce que ça fait des années que je l'avais. Donc voilà, maintenant j'espère que le Launchfly tiendra le coup, mais c'est pas le même prix. Voilà, Launchfly, ça a beau être une marque qui coûte, hein, qui est quand même cher, puisque les sacs sont à 80 € pièce. Les portefeuilles, c'est entre 40 et 45 €. Mais un portefeuille de chez Guess, ça coûte plus que ça. Et je l'ai gardé quand même pas mal d'années. Donc tu vois, comme quoi, parfois, d'acheter un truc qui coûte cher, voilà, tu le rentabilises sur plusieurs années. Et finalement, je trouve que ça revient moins cher d'acheter un portefeuille un peu plus cher que tu vas garder peut-être, je sais pas, entre 7, 8, 9, 10 ans, et un portefeuille que tu vas devoir changer tous les ans parce que chaque année il est pété, quoi. Tu vois, donc ça c'est l'économie du long terme, moi je l'appelle, hein. Et donc j'espère que le portefeuille Launchfly fera partie de cette économie du long terme. Voilà, j'espère vraiment, parce que ça me casserait les pieds de devoir changer de portefeuille tous les 1 ou 2 ans alors que j'ai gardé mon Guess si longtemps. Et si c'est le cas, j'ai envie de te dire, et que je vois que d'ici 1 an et demi, 2 ans, il pète, j'en reprendrai un de chez Guess. Voilà, malgré que j'aime bien les Launchfly, mais tu vois, si je dois mettre 60 € pour un Guess et qui me tient 10 ans, alors que je mets 40 € pour un Launchfly qui va me tenir 2-3 ans, mathématiquement, voilà, ça le fait pas. Voilà, donc je vais aller un petit peu monter le vlog. Je sais pas si je vais monter énormément. Essayez déjà de faire un morceau ou 2, quoi. Comme ça, si je fais un morceau ou 2 tous les jours, il sera bien en ligne avant la fin de la semaine. Et puis choisir ma nouvelle lecture. Je te reprendrai sans doute à ce moment-là. Si je ne t'oublie pas, comme ça a été souvent le cas dernièrement. Allez, je te laisse. On est un peu plus tard pour moi. Je voulais juste insérer ce petit passage parce que je suis en train de monter le vlog, comme je l'ai dit. Enfin, comme je l'ai dit dans le premier morceau, mais en fait, au moment où on est là, c'est-à-dire où je te parle du prédicateur, je ne sais pas si je t'ai dit que j'étais en train de monter le vlog. Voilà, mais sache que je suis en train de le faire. Enfin, c'est le vlog d'avant, hein, tu vois. Où je parlais de la princesse des glaces. Et de revenir sur la partie de mon avis m'a fait penser que je n'ai pas reparlé du cas de la sœur d'Erika, donc Anna. Effectivement, on continue avec Anna dans le tome 2. Donc, ce que je t'ai dit pour le tome 1, du coup, si tu as écouté la partie spoiler, puisque j'avais pas envie de gâcher la lecture de ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien ça vaut toujours, voilà, ça je pense toujours, et je vais te dire qu'Anna est un personnage
Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui choisit mal ses chéris, on va dire, et qu'elle prend pas les bonnes décisions. La relation entre les sœurs est assez spéciale puisque Erika s'est sentie un petit peu de devoir jouer le rôle de maman auprès de sa sœur, un rôle qu'Anna n'accepte pas de la part d'Erika, ce qui entraîne beaucoup de tensions, beaucoup de disbrouilles entre les deux sœurs. Mais il est un fait indéniable qu'Erika peut être de bons conseils pour sa sœur, qu'elle peut l'aider à des moments où ça ne va pas, et le fait qu'elle refuse l'aide de sa sœur comme ça, moi ça a tendance à me taper sur le système. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler dans ce passage du tome 2. Maintenant il faudra voir comment ça va aussi évoluer dans les tomes suivants, mais c'est un fil conducteur que j'aime plutôt bien suivre, malgré que, comme je te dis, le personnage d'Anna me tape un peu sur les nerfs. Voilà, bon, allez, je vais retourner au choix de ma lecture maintenant. Donc je te laisse continuer avec ce vlog. On est vendredi 12 juin et il doit être 11h15, quelque chose comme ça. J'ai reçu ma commande de chez Shop Disney. Et en fait, j'ai commandé des queues de Lise parce qu'ils ont baissé de prix. Ils sont passés de 25, ils sont à 25 € actuellement contre 45 avant, donc tu vois quand même, hein, l'économie est assez importante puisque limite ça en fait 2 pour le prix d'un. Et j'ai pris Pua et j'ai pris Lotso. Voilà, il faut savoir qu'il y en a encore 2 qui me plaisent, mais j'attends un petit peu avant de les commander parce que bon, je vais pas en prendre 4 d'un coup, hein. Il y a quand même une forme de raisonnable, parfois, chez moi. Hein, voilà. Donc, regarde-moi ça comme Pua est trop beau. Et Lotso, voilà. Donc, il y a encore Rex que j'ai envie d'avoir. Et il y a Lady. Sinon, j'ai également reçu le carnet de la collection Castle, qui est une collection qui sort tous les 2 mois. Et le premier château, c'était celui de Cendrillon. Il y a quelques jours est sorti celui d'Arendelle. Et j'ai tardé avant de me décider pour cette collection. Il y a un puzzle. Il y a une figurine qui coûte 135 €. Il y a un ornement pour le sapin de Noël, hein, donc une décoration de Noël. Il y a le carnet et le dernier c'est le pins. Voilà, donc tu sais que moi les pins ça ne m'intéresse pas. Le puzzle je les ai pris puisque le puzzle en fait de Cendrillon n'était pas disponible au mois d'avril. Il est sorti en même temps que celui de la collection Arendelle. Puisque bah, là ici début juin on a eu Arendelle. Je sais pas si je te l'ai dit mais c'est une fois tous les 2 mois hein, cette collection là. Et il y a 10 châteaux à l'honneur et apparemment le dernier château ce sera celui de Belle et il est prévu pour octobre 2021. Donc c'est une collection avec laquelle je vais aller longtemps. Donc je te disais les pins, tu sais bien que c'est pas trop mon truc. Le puzzle je l'ai pris donc je vais le recevoir avec la commande que j'ai fait sur la collection Arendelle. Il y a la figurine à 135 €. Enfin j'ai hésité puis je me suis dit oui c'est bien, c'est un bel objet de collection que je pourrais mettre dans une vitrine ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même 10 châteaux, 135 € c'est quand même une somme. L'ornement, donc la décoration pour le sapin de Noël, là aussi j'ai hésité, puis je me suis dit que, enfin, c'est pas des boules quoi, enfin tu vois, c'est des formes de châteaux et je trouve pas que ça ressemble à des trucs qu'on met sur un sapin de Noël. Donc j'ai préféré ne pas l'acheter non plus. Et ben voilà, donc il y avait vraiment que le carnet qui m'intéressait. Mais encore je te dis j'ai hésité puisque ben, celui-ci ça fait depuis avril qu'il est disponible et j'ai seulement pris maintenant. Et les puzzles, ben, j'attendais qu'ils soient dispo. Voilà, donc déjà regarde cet objet magnifique. Regarde, donc c'est en hardback, regarde la tranche. Et donc ici on a un petit signet. Regarde-moi ça avec Castle écrit là. Et alors à l'intérieur, c'est juste magnifique puisqu'il y a voilà, il y a ce genre de planche illustrée où tu as un décor avec ici une page comme du papier calque là, tu vois, où tu as des dessins. Voilà. Et il y en a plusieurs dans le roman, j'allais dire. Il y en a plusieurs dans le carnet, donc c'est pas une fois ou quoi que ce soit, donc tu as dit ça. Ici, je vois qu'il y en a encore un. Ici, la salle de bal. Voilà. Et je trouve ça magnifique, personnellement. Et donc, autant te dire que je ne sais point si je vais écrire dans ce carnet. Voilà, au début, je me dis, ouais, je vais faire des listes et je vais vraiment m'en servir et tout.
Voilà, et puis je l'ai reçu aujourd'hui et je me suis dit, c'est juste pas possible que j'écrive là-dedans en fait. Regarde, voilà, c'est quand même un gros carnet. Donc ça, c'est proposé au prix de 20 € le carnet, donc il y en aura 10. Chaque fois avec un château différent et forcément, dedans, les illustrations seront différentes en fonction du dessin animé qu'il représente. Donc il y a Cendrillon, il y a la Reine des Neiges, comme je te l'ai dit, il y a Mulan. Il y a Jasmine, il y a Jasmine, oui. Il y a Aladdin, il y a La Belle et la Bête, et voilà. Et donc il y en a 10 au total, 10 carnets qui seront dans cet esprit-là, vraiment magnifique, objet de collection. Enfin voilà, quand je l'ai vu tout à l'heure et que je l'ai sorti du carton, j'ai fait waouh, waouh quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ici cette dorure et tout, il est vraiment magnifique. Donc je t'avoue que je ne suis pas certaine d'utiliser ce carnet parce qu'il est trop beau. Hein, voilà, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, je trouve qu'il vaut son prix. Hein. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. Voilà, donc c'était ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Et je te reprendrai normalement demain pour faire un petit point lecture. Hello! On est aujourd'hui le mardi 16 juin. On est à 2 jours de la prochaine vente Mini Men Attraction pour le mois de juin, collection Peter Pan. La collection du mois de juillet qui est sur le carrousel de Lancelot, donc le carrousel avec les chevaux, vient d'être dévoilée aujourd'hui et ma foi je suis toujours sur le sac et sur les oreilles. C'est bien parce que ça fait 3 mois de suite qu'on a un sac Loungefly et pas un sac banane. Voilà, même si j'ai pas réussi à avoir celui de mai. C'est le drame de ma vie, hein, ça. Voilà. On espère que l'expérience ne se reproduira pas au mois de juin parce que je peux t'assurer que honnêtement quand tu as envie de collectionner une collection qui sort comme ça tous les mois et que tu loupes un article, c'est dur. Voilà, c'est dur. Bref, j'ai reçu par contre la collection Castle. Je pense que je t'en ai parlé dans le précédent bout de vlog que j'ai filmé. Et donc là est arrivé le carnet Arendelle, donc pour la Reine des Neiges, et sont arrivés les puzzles. Je te rappelle que le puzzle de Cendrillon, il y avait des problèmes à mon avis de stock au moment où ils ont présenté la collection au mois d'avril. Et le puzzle de Cendrillon a été proposé le même jour que la collection Arendelle. Donc j'ai commandé les deux en même temps. Bon, je vais déjà te montrer le carnet parce qu'il est trop beau. Voilà, et en plus, et en prime, j'ai envie de te dire, regarde qui est là. Bonjour, monsieur. Monsieur, il est en mal d'amour en ce moment. Voilà, ça fait déjà un petit temps, il y a une petite chaîne en chaleur. Encore, parce que c'est déjà arrivé fin mars. Et il mange pas beaucoup ses croquettes. Mais tu lui donnes des biscuits par contre, ça il veut bien les manger. Ah ma puce, tu veux un biscuit? Est-ce que tu veux un biscuit? Voilà, là on relève la tête direct, hein. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Là, pour le biscuit, il est là. On va sentir, on est casse-bonbon à faire des petits bruits tout le temps. Mais maman, elle dit c'est pas grave parce qu'elle aime son kiki, donc elle supporte. Ah mon cœur, oui, hein. Tu fais un bisou? Non. Non? Pas de bisou? Allez, un bisou. Un bisou. Non, t'as dit que tu donnerais un biscuit, tu donnes pas de biscuit. Voilà, je te donnerai un biscuit après. Oui, t'en auras un après, promis. Après. Petit cœur. Donc tu vois, monsieur n'est pas malade, c'est juste qu'il est en mal d'amour. Voilà, voilà. Et donc, on a mon carnet Arendelle, avec ici, encore une fois, là, le petit signet avec le truc Castle. Je sais pas si tu vas le voir, je vais te le montrer. Oh, regarde, on voit la caméra. Voilà. Voilà. Et donc, on a le château d'Arendelle. C'est du hardback, hein. Derrière, c'est comme ceci. Tu as la... Oui, ma puce. La tranche ici qui est toute or argentée. Donc à l'intérieur, ça c'est le motif Arendelle. On a le même genre de format carnet, hein, donc ligné, sauf qu'il y a ici forcément des dessins qui représentent la Reine des Neiges et pas Cendrillon. Et puis tu as ce genre de page, double page, où tu as une page coloriée comme ça. Merci ma puce. Et ensuite tu peux ajouter dessus ce papier transparent, ou voilà, avec les personnages. Et donc il y en a plusieurs comme ça à chaque fois. Voilà, donc ici il y a Elsa. Ça va, je ne te dérange pas? Non, non, tu as l'air d'aller.
Je vais encore t'en montrer une. Voilà la salle des portraits. Avec ici, hop, derrière. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Superbe carnet. Je suis pas encore sûre que je colorierai, enfin que j'écrirai dedans. J'ai peur de les abîmer. À mon cœur. Et ensuite, on a le puzzle ici de Cendrillon. Donc ça, c'est le premier. Il est bien écrit ici. La édition limitée, 1000 pièces, Ravensburger. Voilà, je ne te dis pas comme... quand je l'ai vu arriver hier, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé quand je l'ai acheté. C'est mon Dieu, comme ça va être un puzzle facile à faire. Wow! Et ensuite, on a le second avec Arendelle, donc le château d'Arendelle de la Reine des Neiges. Toujours écrit ici, édition limitée. Voilà. Il est magnifique! Voilà, voilà, voilà. Donc ce sera pour plus tard hein, pour les faire, puisque pour le moment on est toujours sur le puzzle de Ursula dans la collection Vilain de Villainous. Voilà, bon alors j'ai promis... Ah, il y a papa qui arrive. Voilà, voilà, bon. J'ai promis un biscuit à Kiki, alors je vais lui en donner un. À tantôt. Me revoilà! Après avoir été donné un biscuit à Kiki et mon papa il est parti. Voilà, je reviens te parler maintenant de mes lectures avant de clôturer ce vlog et après d'en recommencer un. Donc, j'ai lu Love, Sugar, Magic, le tome 2, A Sprinkle of Spirits. J'ai adoré. Voilà, c'est vraiment dans la même veine que le tome 1. On est au mois de janvier, on est tout près de la fête des rois. Donc à l'épiphanie, qui ne s'appelle pas l'épiphanie, je crois que c'est un truc avec Dia de los Reyes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment cool d'apprendre un petit peu les différences entre les fêtes, que selon les différentes cultures, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien d'apprendre les différentes fêtes de la culture mexicaine, c'est vraiment très très intéressant. Donc on est à quelques jours de la fête des rois, donc de l'épiphanie. Je vais appeler ça l'épiphanie pour avoir beaucoup plus simple. Et il y a notre amie petite Léonora qui va se réveiller avec sa grand-mère dans sa chambre. Sa grand-mère qui est donc décédée, son abuela. Voilà, son abuela qui est décédée quand elle était toute petite, elle n'a pas vraiment de souvenir d'elle. Et là, elle va se réveiller avec son abuela qui est là, pas en forme de fantôme, mais en tant qu'être de chair et de sang. Voilà, donc elle se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et tout de suite la grand-mère lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais elle lui dit mais moi je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Et ils vont se rendre compte qu'en fait Abuela n'est pas la seule à être revenue d'entre les morts. Il y a également d'autres défunts qui se baladent dans la ville en chair et en os. Donc eh bien ici ça va être un petit peu dans cette histoire de découvrir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est oui ou non la faute de Léonora? Et savoir comment on va pouvoir envoyer ces esprits de l'autre côté du mur, on va dire, hein, donc dans le royaume des morts, tout simplement parce que le fait qu'il soit dans le royaume des vivants, tu te doutes bien, n'est pas quelque chose de normal, et que s'ils n'y sont pas renvoyés très vite, il pourrait y avoir des conséquences. Voilà, donc ça c'est le pitch donc de ce tome 2. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai encore plus aimé ce tome 2 que le tome 1, tout simplement parce que j'ai trouvé que l'histoire était... on avait une vraie enquête, on avait vraiment une belle histoire, quoi, tu vois, on avait un mystère à résoudre, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que c'est arrivé, ensuite il va y avoir évidemment ce lien avec Abuela, donc avec sa grand-mère, entre Léonora et elle, qui va se former doucement, alors que, Léonora, comme je te dis, elle était toute petite quand sa grand-mère est décédée, donc elle ne la connaît pas vraiment, et d'avoir ce temps avec elle, c'est du temps qui est profitable. Il y a pas mal de questions importantes qui sont aussi développées dans ce second tome, comme notamment la question de l'amitié par rapport à la magie. Est-ce qu'il faut garder le secret? Comment concilier apprendre la magie avec sa famille et pouvoir garder ses amis? Il y a ses sœurs qui vont lui dire qu'elle doit faire un choix. Pour certaines, le choix c'est la magie, pour d'autres le choix c'est les amis, en fonction un petit peu des affinités de chacune des sœurs avec la magie. Voilà, il y a cette question-là. Et puis, il y a aussi, encore une fois, la question de la vie après la mort qui est développée dans ce tome avec l'au-delà. Et je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Cette saga est vraiment bien faite pour des jeunes, pour qu'ils se posent des bonnes questions.
mais aussi les faire réfléchir par rapport à la mort. Ici, il est question de deuil, il est question de... si on avait la possibilité de revoir un de nos proches qui est décédé, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose, selon le temps qui a passé ou pas. Enfin voilà, c'est toutes des questions qui se posent là. Ici, on est plus autour du cercle d'amis de Leonora, même si il y a sa grande sœur Isabelle qui est là, sa tante, que les différentes sœurs interviennent à l'un ou l'autre moment de l'histoire, mais on est vraiment tourné sur son cercle d'amis. Elle n'aime pas de garder des secrets parce que elle n'a pas aimé être rejetée du secret de la famille, donc elle se dit, moi je n'aime pas avoir un secret vis-à-vis de mes amis. La question qui est posée ici, c'est est-ce que parfois, c'est pas mieux de garder un secret? Est-ce qu'il faut pas cacher des choses à certaines personnes pour leur bien? Est-ce que c'est toujours bien de dire la vérité ou de ne rien cacher? Enfin, voilà. Il y a toutes ces questions qui sont posées. C'est vraiment très, très, très bien fait. J'ai vraiment adoré ce tome. Je l'ai vraiment trouvé très complet. Encore une fois, assez mature. Bien sûr, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps avec la famille de Leonora et qu'on soit vraiment dans la bande avec la maman et compagnie. Mais je dois dire que de la voir ici avec son cercle d'amis, voir un petit peu comment ceux-ci vont réagir, c'était plutôt intéressant. Il y a une nouvelle donne qui est apportée par ce bouquin. Je me demande comment ça va évoluer dans le tome 3, surtout que là, l'épilogue, c'était un super cliffhanger qui te donne envie de prendre le tome 3 et de le lire tout de suite. Donc à mon avis, je vais pas perdre trop de temps. Même si je t'avoue qu'en ce moment, je suis assez roman, genre thriller-aventure, tu vois. Voilà, je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, j'ai envie de lire du thriller-aventure tout le temps. Donc, grosso modo, ça a été une super lecture. J'ai encore préféré ce tome 2 au tome 1. Et je ne peux vraiment que te recommander la lecture de cette saga. Sache que si tu as envie de le lire, le niveau d'anglais est est vraiment simple. Donc, il n'y a vraiment pas trop de difficultés à lire ce genre de roman. Et tu ne regretteras pas parce qu'on est vraiment sur une histoire qui est vraiment mignonne, avec de belles valeurs qui sont transmises, des personnages qui sont vraiment hyper attachants. Donc voilà, moi je ne peux que te recommander cette saga-ci. C'est moi, on est toujours mardi, le 16. Oui, voilà, sauf que je suis en pyjama puisque c'est le soir. Et comme ça arrive souvent, c'est peut-être pour ça que je ne poste pas beaucoup de vlogs en ce moment, c'est que j'ai tendance à remettre toujours en question ce que j'ai fait. Je repense un peu à ce que je t'ai dit sur un livre ou sur autre chose et je me dis « Oh, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Oh, mon avis sur le livre, il était pas bien. J'ai oublié la moitié de ce que j'ai dit, j'étais pas claire. » Et ça m'est arrivé cet après-midi pour mon fameux coup de cœur. Coup de cœur absolu, vraiment, on est sur un bouquin qui va sans doute figurer à la première place de mes lectures du mois, même pas du mois, de l'année 2020. Il s'agit de Good Luck With That de Kristen Higgins, et évidemment j'ai encore oublié le titre en français. Je te mettrai la photo là, que tu vois un petit peu la couverture, que tu vois exactement quel livre c'est, ce qui est très important si tu as envie de le lire, et je te le recommande parce qu'il est vraiment vraiment bon. Donc mon coup de cœur absolu que j'ai lu en e-book, que j'ai acheté l'e-book en anglais et puis je me suis dit mais j'étais même pas à la moitié, il me faut le livre. En grand format il était cher, en hardback il était cher, en paperback il était plus dispo et du coup j'ai pris le format poche. Alors oui, tu vas te dire, tu aurais pu attendre vu que tu étais en train de le lire en e-book. Oui, mais je suis tellement contente de l'avoir en fait. Et bon, pour un poche en anglais, ça va. Parce que d'habitude, je trouve qu'ils sont hyper rigides et tout. Et puis ce qu'il faut surtout reprocher aux... Comment je vais dire, c'est que c'est toujours écrit tout petit, tu vois. Mais là, je vois qu'il y a même de l'italique, ce qu'il n'y avait pas sur l'e-book, tu vois. Tu vois pourquoi c'est important de l'avoir. Et je t'avoue que j'ai déjà envie de le relire. Ça a été dur de passer à autre chose. Je suis passée dans un genre totalement différent. Je me suis dit, il me faut pas de romance. Il me faut pas de bouquins contemporains ou quoi que ce soit. Un young adulte, j'étais pas sûre que ce soit le bon moment. Parce qu'il était tellement bon que, honnêtement, j'étais
j'étais sûre que celui qui allait venir après, bah, ça allait être, ça allait pas le faire, quoi. Là, je suis sur bah, l'Arche, comme tu le verras par la suite. Et ça passe parce que c'est pas du tout le même genre. On est dans un thriller, un truc où il y a beaucoup d'action, donc ça passe. Mais dans ce genre-là, je pouvais pas lire autre chose après parce que c'était pas possible de passer après ce livre aussi. C'était pas possible. Donc, de quoi que ça cause, hein, cette histoire. Donc, on suit 3 personnes. 3 femmes, Emerson, Georgia et Marley, qui se sont rencontrées quand elles étaient adolescentes dans un camp pour grosses, quoi. Je sais pas comment est-ce que je peux te le dire autrement, un coup de perte de poids. Voilà, on va dire ça comme ça. Je commence à accepter de dire le mot grosse. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps encore, je considérais le mot grosse comme une insulte. Et je ne voulais pas me l'appliquer, c'est-à-dire que dire moi je suis grosse, c'est pas possible. Je te disais je suis ronde, je suis ici, je suis là, mais jamais je suis grosse. Voilà, j'ai encore des problèmes avec le mot obèse par contre. Celui-là, je suis obèse, ça ne passe pas. Voilà, ça j'y arrive pas. Mais je suis sûre que je vais y arriver à un moment ou un autre de mettre clairement les mots sur les choses et tout. Mais je suis grosse, maintenant j'arrive à le dire, aussi bien pour moi ou en parlant d'autres personnes, sans voir ce mot comme une insulte, mais seulement à savoir ce qu'il est, c'est-à-dire faire un constat de ce que je suis, à savoir être grosse. Sans que ce soit une insulte. Voilà, bon, c'est important que je le signale, enfin bref. Et donc, nos 3 ados, elles ont passé l'été ensemble dans ce camp-là. C'était vraiment les meilleures potes et elles ont décidé de faire une liste de choses qu'elles feraient une fois qu'elles seraient minces. Voilà, elles ont gardé contact ensuite, donc on les retrouve là, elles sont dans la trentaine. Et au début de l'histoire, donc Emerson est dans une situation assez grave dans la mesure où elle a tellement pris de poids. Je saurais pas te dire combien de kilos elle fait parce que tout simplement c'est marqué en pounds et que j'ai pas fait la conversion. Mais en tout cas, elle est dans un état tel où même quand il a fallu la chercher en ambulance, il a fallu agrandir la porte pour la faire passer. Et elle est sur le point de mourir parce que elle est trop grosse à ce moment-là, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Son corps ne fonctionne plus bien et donc elle a demandé à ce que Georgia et Marley viennent la retrouver et elle va leur remettre une enveloppe et elle va leur dire promettez-moi que vous ferez ce qui est écrit dans cette enveloppe et les filles vont dire oui ou on le fera, voilà, sans savoir ce qu'elles promettent et Emerson dit il faut pas ouvrir l'enveloppe avant mes funérailles. Donc après les funérailles de Emerson, Georgia et Marley vont ouvrir l'enveloppe et vont découvrir cette fameuse liste de choses qu'elles avaient inscrites quand elles avaient 18 ans, qu'elles feraient. Quand elles seraient minces, il y avait notamment dedans manger un dessert seul en public, aller s'habiller dans un magasin pour gens normaux, toutes des choses comme ça. Et au début, elles sont un peu réticentes parce qu'elles se disent que ces choses qu'elles voulaient quand elles avaient 18 ans, c'était finalement des choses d'ado, quoi. Tu vois, c'est pas des choses que maintenant les adultes qu'elles sont devenues ont envie de faire ou voilà, ça sort un petit peu de leur zone de confort pour certains trucs, elles sont pas à l'aise avec certaines choses et au final elles vont quand même décider de respecter cette promesse qu'elles ont fait à Emerson et de réaliser ces choses. Voilà, donc ces 3 femmes qu'on suit sont très différentes toutes les 3. On suit bien sûr à chaque chapitre Marley et ensuite on suit Georgia qui habitent dans le même immeuble, donc qui sont vraiment les best friends. Emerson, elle était pas dans le même état qu'elle, donc forcément c'était plus compliqué, mais elles avaient vraiment gardé du contact, sauf qu'elles ne s'étaient plus vues depuis un moment et Emerson, on la suit à travers son journal et c'est pour ça qu'il y a des passages, comme tu peux le voir en italique, c'est le journal d'Emerson. Moi, j'ai adoré ce bouquin tout simplement parce que toutes les situations qu'elles expliquaient, que ce soit Georgia, que ce soit Marley, que ce soit Emerson, moi pour les 3, il y a des situations dans lesquelles je me disais mais j'ai vécu ça et je l'ai vécu de la manière dont elles le racontent. Il était vraiment facile de m'approprier ce livre et de me dire que j'étais un peu les 3 héroïnes à la fois. Pas pour tout hein, évidemment parce qu'il y a des caractéristiques qui sont propres à chacune, à leur personnalité qui font que je peux pas dire je ressemble plus à elle ou à elle, mais en tout cas
cas, elles ont vécu chacune des situations sur lesquelles moi je pouvais me fixer et me dire mais j'ai vécu ça et je l'ai ressenti de la manière dont elles le ressentent, ou alors je me suis comportée de la manière que l'une ou l'autre se comportait à ce moment-là. Il y a des situations qui pour moi étaient inconnues. Je t'avoue que je me suis aussi demandé comment on pouvait, comme Emerson, se laisser aller au point de faire autant de kilos, de ne pas pouvoir sortir de sa chambre, de ne plus savoir marcher, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là? C'est pas dans le jugement, c'est essayer de comprendre la souffrance qu'il y avait derrière. Et je dois dire que c'est quand même pas mal expliqué et que la manière... J'adore la façon dont Emerson s'exprime dans ce roman à travers ce journal qu'elle écrit à l'autre Emerson, cette fille hypothétique qu'elle aurait pu devenir si elle avait été mince. Et j'ai été vraiment très touchée parce qu'elle racontait, comment elle l'a vécu. Il y a des situations, comme j'ai dit, qui me parlait, la grossophobie dont elle était victime, qu'elle a subie de la part des autres. J'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai apprécié les 3 protagonistes, chacune pour ce qu'elles étaient, chacune avec leurs problématiques personnelles, leur manière d'appréhender leur corps, leur relation à la nourriture. C'est vraiment un roman qui va à l'acceptation de soi, au fait qu'on ne maîtrise toujours pas tout. Il y a Marley, je me suis vraiment, à un moment, vraiment, je me suis dit, mais ça c'est totalement moi. C'est comment je veux dire, le fait qu'à un moment donné, elle a cette révélation, le fait de se dire, je ne serai jamais mince. Je ne serai jamais mince, il faut que je l'accepte, c'est comme ça, j'ai beau faire des efforts, puisque Marley, elle est chef, elle fait de la nourriture saine, elle mange sainement, elle fait du sport tous les jours et elle n'arrive pas à perdre son poids. Voilà, donc elle dit, il faut que je me fasse à cette idée que je ne serai jamais mince, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé. Je me suis dit, il va falloir que je me fasse à cette idée que malgré que je fasse des efforts, voilà, j'arrive pas à perdre ce que je voudrais perdre. J'arrive toujours à des moments, à des paliers que je n'arrive pas à dépasser. Enfin voilà, c'est très très compliqué, mais elle a cette révélation de se dire, voilà, je ne serai jamais mince, il faut que je m'accepte telle que je suis. Et je trouve que c'est important en fait de dire ces choses-là. Ensuite, il y a Georgia qui elle est vraiment marquée par des j'ai envie de dire des tocs alimentaires, mais c'est pas ça le terme. J'arrive pas à le retrouver. Mais durant toute sa vie, elle est aussi entre des moments de boulimie, des moments d'anorexie, ce qui fait que son poids a beaucoup fait le yo-yo, qu'elle a du mal à s'accepter. Ça va être vraiment tout son enjeu pour elle de pouvoir accepter qui elle est et arrêter surtout de mettre son poids, son corps en étant la chose la plus importante, qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que ça. Et puis il y a Emerson, c'est une nana qui est gentille, qui est serviable, et on voit qu'elle rentre dans ce cycle dans lequel elle n'arrive pas à se sortir de la nourriture, et son histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Donc j'ai vraiment aimé les 3 histoires, celle d'Emerson, celle de Georgia et celle de Marley. C'est vraiment une belle ode à l'acceptation de soi, à l'acceptation de son corps, ce roman, qui met en avant pas mal de comportements, de choses que l'on pense en tant que femme par rapport à notre corps, au fait que peut-être que si on était plus mince, on pourrait faire ci, si on était plus mince, on pourra faire ça, qu'on attend parfois d'avoir un poids idéal pour pouvoir faire certaines choses, notamment moi je me dis tiens, si je perds du poids je pourrais retourner à la natation, et finalement on s'empêche de faire des choses, on se bloque en se disant non, je peux pas les faire maintenant parce que j'ai encore ces problèmes de poids. Toute l'idée du roman, c'est de dépasser ça et de se dire que il faut arrêter de se dire je ferai ça quand j'aurai perdu du poids. Il faut arrêter de se mettre des objectifs en se disant ma vie finalement elle commencera quand j'ai perdu du poids. Notre vie elle a commencé déjà et on ne peut pas la mettre entre parenthèses pour des questions de poids. Il faut pas se limiter pour des questions de poids, et c'est très compliqué parce que je dis ça maintenant alors que c'est pour moi difficile d'aller à
à la piscine. C'est difficile pour moi, ne serait-ce que de rencontrer les collègues de Jérémy, parce que je me dis peut-être qu'ils vont penser que qu'est-ce qu'il fout avec une grosse, etc. Et ça se joue, c'est dans ma tête, hein. Peut-être qu'ils penseront pas à ça, peut-être qu'ils en ont rien à foutre après tout. Mais dans ma tête, je représente une honte pour Jérémy. Donc résultat, je préfère pas voir ses collègues parce que comme ça, ils pensent pas des choses comme ça et Jérémy n'a pas à subir en fait le fait qu'on pense que il est avec une grosse. Voilà. Donc c'est ce genre de schéma qu'il est question dans ce roman et de dépasser ça. Donc voilà. Maintenant, il est pas exempt, je vais te dire, de défauts. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je me suis dit c'est marrant qu'elle pense ça. Notamment à un moment donné, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est Georgia ou Marley. Ou même Emerson, je sais plus du tout laquelle c'est des trois, qui se retrouve avec une fille qui est plutôt mince et jolie, et elle commence à la critiquer en faisant quoi? Critiquer son physique. Donc voilà, pareil au tout début du roman, elles ont cette comment je veux dire, cette pensée grossophobe de se dire mais comment elle a pu se laisser aller à ça, qui a quand même une forte connotation culpabilisante dans le cas d'Emerson, en se disant mais c'est pas possible, on peut pas se laisser aller comme ça. Donc il y a ces paroles qui sont là où tu pourrais te dire oui mais tu luttes contre la grossophobie, tu l'as subi au quotidien, mais toi-même, tu as ce genre de pensée. Toi-même, quand tu regardes d'autres femmes, tu as d'abord ce premier regard qui se pose sur leur corps et c'est la première chose qui te pop en tête. Et là, tu te dis, c'est ça le problème. C'est pas des choses que j'ai spécialement mal pris, c'est des choses où je me suis dit, elles sont humaines. Voilà. Elles sont humaines. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui s'intitulait « Je suis raciste », qui était un article qui expliquait notamment que même les Noirs avaient parfois des pensées racistes par rapport à d'autres Noirs. Et donc la première chose qu'on devait faire, c'est de reconnaître qu'on disait ce genre de propos, qu'on avait parfois des propos grossophobes, parfois des propos racistes, puisque c'était le sujet de l'article, et qu'il fallait en prendre conscience et se dire, voilà, c'est vrai que j'ai eu cette pensée-là, ça ne veut pas dire spécialement que je suis grossophobe, que je suis raciste, et si quelqu'un me fait remarquer ce que tu viens de dire c'est raciste, ou ce que tu viens de dire est grossophobe, ou ce que tu viens de dire est sexiste, ça marche pour tout, hein, en fait, hein, voilà. C'était pas de se braquer en se disant je suis pas grossophobe, je suis pas raciste. C'était de reconnaître déjà le fait qu'on avait peut-être dit quelque chose qui était offensant et qu'on ne s'en est pas rendu compte, et essayer de comprendre pourquoi, pour essayer justement que cette situation ne se reproduise plus. Et donc cet article m'a fait beaucoup réfléchir, et que forcément, comme j'ai vu cet article quand j'étais en train de lire le bouquin, tu remets ça dans le contexte. Et tu te dis, oui, mais elles sont humaines, elles peuvent avoir ce genre de pensée, ça arrive. Moi, il m'arrive aussi d'avoir ce genre de pensée. Comme Emerson le dit, c'est que si elle se retrouve dans une pièce où il y a d'autres gros, la première chose qu'elle va voir, c'est se dire, est-ce que je suis la plus grosse ou est-ce qu'il y en a des plus gros que moi? Parce qu'on se dit, oui, comme ça, on pourra lui dire, elle, que c'est la plus grosse et pas à moi. Tu vois, voilà, ce sont des mécanismes qui sont dans nos esprits. C'est la société qui veut ça, c'est la société qui a fait qu'on pense ce genre de choses, et ce qu'il faut surtout maintenant, c'est en être conscient quand on a ce genre de pensée, qui soit raciste, grossophobe, de tout ce que tu veux, c'est d'en prendre conscience, de le savoir, si jamais quelqu'un nous le fait remarquer, d'accepter que ce qu'on est dit peut avoir cette portée-là, et essayer de comprendre pour ne plus avoir ce genre de pensée à l'avenir. Et je pense que à force, à chaque fois que tu penses quelque chose qui est par exemple grossophobe, parce que tu vas dire tiens, elle est plus grosse que moi, et ça t'apporte sur le moment un sentiment de je veux dire un sentiment positif, parce que tu vas te dire il y a pire que moi, hein, voilà, qui n'a pas déjà pensé ça vraiment, c'est de se dire ce que je viens de penser là, c'est grossophobe, je ne devrais plus avoir ce genre de pensée. Et je pense qu'à force de se le répéter, et à force d'accepter qu'on puisse avoir ce genre de pensée sans se dire forcément je suis grossophobe, c'est juste que la société m'a moulé dans ce genre-là, je suis sûre qu'à force, ça n'arrivera plus. Voilà, je pense, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment, mais en attendant, il faut accepter. Il faut accepter, prendre conscience surtout que parfois ce qu'on peut dire sans s'en rendre compte, ou ce qu'on peut penser sans forcément s'en rendre compte, peut avoir ce genre de connotation, et que si
on est dans cette lutte contre la grossophobie, contre le racisme, etc. Il faut en prendre conscience pour, à l'avenir, ne plus reproduire ces comportements, ne plus dire ces choses ou ne plus les penser, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était le petit moment par rapport à cet article. C'est un article qui est très très éclairant. Je sais que je l'avais partagé sur Facebook, donc il faudra que je le retrouve pour pouvoir le mettre en barre d'infos. Mais donc voilà, pour moi c'est un très bon bouquin sur l'acceptation de soi. J'ai adoré. Je t'avoue que les personnages vivent toujours en moi et que je pense que c'est le genre de livre que je peux relire sans problème parce que voilà, pour moi il a résonné. Il y a tellement de situations dans ce bouquin que j'ai vécu ou que je comprends, ces situations d'humiliation que les gros vivent au quotidien dans la société, tout ça c'est des choses que je connais. Le fait d'aller dans des magasins de vêtements et de voir que les tailles c'est tellement taillé, voilà, que tu te dis que que même ça ne te va pas, que franchement combien de fois j'ai déjà pas eu envie de pleurer quand j'étais dans les cabines d'essayage. Combien de fois je suis déçue à Disney de voir que les tailles aussi, ça taille assez petit, je trouve. Là, je regardais sur EMP, ils ont pas mal de vêtements Disney, etc. Et je me dis, bah tiens, je vais pouvoir commander. Si pas XL, XXL, tu vois, puisque je oscille entre les deux, dépendant parfois du vêtement, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vois? XXL égale 46. Voilà. XXL égale 46. Enfin, je ne sais que dire par rapport à ça. Sauf que ça me choque, en fait. Et si ça, c'est pas une marque que dans cette société, il y a tellement de la grossophobie qui est ordinaire, des choses que toi, tu remarques pas, que tu te dis, bah, je t'ai jamais traité de grosse, ou des choses comme ça, tu vois. Mais non, mais rien que dans la société, regarde, des vêtements 46 sont considérés comme XXL. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses qui moi, me met hors de moi. Donc, je te le recommande encore une fois. Il est génial. Voilà, coup de cœur. À mon avis, il sera dans le top 3 de mes lectures de l'année. Si pas à la première place, parce que je vois pas quelle lecture pourrait le détrôner. Vraiment. Je ne vois pas. Voilà, bon, allez, je t'invite à continuer la vidéo et moi, bah, je vais aller lire maintenant. Et là, je suis en train de lire L'Arche de Boyd Morrison que j'ai dans ma palle depuis 2013. Donc c'est le livre qui va compter pour mon challenge sur le mois, hein, même si j'en ai déjà lu un, mais je prends de l'avance. Il faudra que je me décide à sortir Cruel Prince parce que je l'avais collé dans mon carnet en me disant ben, je vais coller les livres au fur et à mesure quand j'aurai décidé de les lire. Mais voilà, c'est pas un que j'ai décidé de prendre, tu vois, comme celui-ci, en me disant, allez, j'ai envie de sortir celui-là. Et maintenant, je vais le coller, la photo de la couverture dans mon carnet. Non, c'est au début de l'année, je me suis dit, bon, ben celui-là, c'est quasi sûr que je le lirai, donc je vais le mettre. Le problème, c'est qu'il me fait peur. Cruel Prince me fait peur, parce que j'ai peur que le niveau en anglais soit un peu compliqué. Mais bon, donc, L'Arche de Boyd Morrison, c'est chez Brajlon. Ils sont aussi sortis chez Milady. Donc tu peux les retrouver en format poche. J'ai commandé les 3 tomes restants de la saga, tout simplement parce que je sais que ça va le faire. Voilà, c'est comment te dire, chaque fois que tu as fini un chapitre, qui sont extrêmement courts, tu as envie d'aller au chapitre suivant. C'est un très bon rythme, c'est un page turner, donc forcément, ben voilà, je lis très très facilement ce bouquin et je me dis, bon ben si les autres sont écrits de la même façon, ça va être un pur bonheur. Donc pour l'histoire, on suit Dilara Kenner, qui est une archéologue et qui va avoir des informations quant à la disparition de son père, qui a disparu il y a 3 ans. Et on va lui dire que son père avait trouvé ce qu'il cherchait durant toute sa vie, à savoir l'arche de Noé. Elle va demander à Tyler Locke, qui est un ingénieur et qui a servi dans l'armée, de pouvoir l'aider dans sa quête. Au début, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'arche de Noé, etc. Et quand il va voir qu'il y a des gens qui sont vraiment
décidé à tuer Dilara pour ne pas qu'elle puisse continuer, ou en tout cas à apprendre plus d'informations par rapport à l'Arche de Noé, et bien là il va se dire bon bah écoute, ok, je vais t'aider. Et ce que Dilara va aussi apprendre, c'est qu'elle n'a que 7 jours pour agir, puisque le secret qui est lié à l'Arche de Noé, tout ça fait que dans 7 jours, il y a des millions de personnes qui vont, ou des milliards de personnes qui vont mourir. Et donc, il faut qu'ils découvrent un petit peu tout ce qui se cache derrière ça. Je t'avoue que c'est hyper prenant. Franchement, à chaque fois qu'ils vont quelque part, il arrive quelque chose. Les gens qui sont derrière le fait de vouloir tuer tous ces gens le vendredi, là, eh bien, ils ont un projet en tête. Ils veulent vraiment pas que quelque chose vienne se mettre dans l'engrenage, et ils sont décidés à tuer Dilara, donc ce qui fait qu'à chaque fois il y a une nouvelle tentative, et pour le moment je crois qu'il y en a déjà eu 2 ou 3, donc c'est vraiment très 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 prenant. Maintenant c'est vrai que pour le moment on est très dans la partie thriller, donc à savoir qu'il y a beaucoup d'action. Maintenant ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait la partie un petit peu plus archéologique liée aux fouilles par rapport à ce qui est Arche de Noé et compagnie. Voilà, donc moi j'attends que ce côté-là s'ajoute, mais bon, étant donné que Dilara part de rien et qu'elle n'a aucune information à part que la disparition de son père est liée à l'Arche de Noé qu'il aurait trouvé il y a 3 ans, on n'en sait pas plus. Elle se demande même pourquoi on l'a envoyé voir Tyler Locke. On lui a donné des mots, Oasis, il y avait Aiden, je crois, Coleman. Elle avait des noms comme ça, et avec Tyler, ils sont en train de regarder un petit peu ce que ces mots veulent dire, voir s'il y a un lien entre eux pour essayer de trouver un sens à tout ça. Et quand tu sais que t'as que quelques jours devant toi, sinon des millions de gens vont mourir, c'est un peu stressant. Mais voilà, moi je trouve ça hyper intéressant, vraiment très thriller pour le moment. J'attends plus le côté archéologique, recherche et compagnie qui va venir se greffer, mais à mon avis pas tout de suite. Voilà où j'en suis pour mes lectures. Et sinon il y a une de mes abonnées, Laura, pour ne pas la citer, qui a encore fait des bêtises. Laura a décidé de m'envoyer 2 livres et de me faire un cadeau. Il y en a un que j'ai reçu déjà samedi. C'était celui-ci, donc de Revelation of Gabriel Adam de S.L. Duncan. Voilà, donc il était dans ma wishlist. Donc elle m'a offert celui-là, et puis aujourd'hui est arrivé celui-ci, donc Descending into Madness de Stacey Marie Brown, qui est, je pense, un roman édité. Et elle m'a mis comme petit mot: j'ai ajouté ce livre à ma wishlist il y a quelques jours et j'ai pensé à toi en me disant qu'il pourrait te plaire, vu que tu adores les réécritures. J'espère que ça te fera plaisir. Bisous de la part de Laura. Voilà, alors évidemment ça me fait plaisir. J'irai t'envoyer un petit mot tout à l'heure, parce que je n'ai pas encore eu le temps de te remercier pour le livre que j'ai reçu aujourd'hui. Mais il faut arrêter, Laura. Il faut arrêter de m'envoyer des cadeaux et des livres comme ça. Tu sais bien que je n'aime pas ça, que ça me gêne et tout, donc voilà, maintenant ça me fait très plaisir, évidemment. Je tenais vraiment à te remercier et le faire ici aussi. Je le fais en privé, mais je le fais aussi publiquement. Un grand merci à toi pour ces 2 livres. Je vais aller me renseigner un petit peu sur celui-ci, voir un petit peu si c'est un début de saga, si c'est un tome unique, et aller voir un petit peu les notes qu'il a sur Goodreads, parce que je ne connais absolument pas ce roman. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que voilà, c'est pas un livre qui était dans ma wishlist, c'est un livre qu'elle a envie de me faire découvrir, donc ça fait plaisir du coup, parce que je me dis sans Laura je n'aurais jamais connu ce livre là, donc voilà, ça me fait super plaisir qu'elle soit sortie un petit peu des sentiers battus, mais il faut arrêter, c'est pas bien. Voilà, bon, je vais clôturer ici ce vlog, et je vais sortir le kikinou, parce que il est temps d'aller faire pipi. Donc je vais le sortir, et je recommencerai un nouveau vlog, si pas aujourd'hui, dans les jours à venir, où je te parlerai plus en détail du livre que je suis en train de lire, te montrer l'avancée du puzzle aussi, que je vais pas le faire maintenant parce que sinon
voilà, ça fait encore beaucoup de chamboulements, donc je ferai ça la prochaine fois. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important, les petits pouces en l'air. Si tu n'as pas envie de commenter la vidéo, que tu fais partie de cette majorité silencieuse, voilà, c'est important de laisser un petit pouce en l'air pour montrer que tu aimes les vidéos. N'hésite pas à commenter également pour me dire si tu as lu un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo, pour me parler de ton déconfinement, pour voir comment il se passe. Moi, j'attends toujours qu'on annonce la réouverture de Disney, hein, voilà, mais bon, j'y crois, je me dis que c'est pour bientôt, puisque maintenant, toute la France, à part quelques îles, est passée en vert, donc j'attends impatiemment de pouvoir retourner dans mon petit paradis personnel. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!